Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. On est ravis de vous avoir encore une fois aujourd'hui. Alors c'est un podcast qui est tourné à distance, donc désolé s'il y a des petites imperfections parfois niveau son. Et aujourd'hui, on a encore un invité de prestige avec Anthony Bacca. Salut Anto, comment vas-tu? Salut les gars, salut David, salut Matt. Ouais, on est aussi accompagné de Matt, éternel compère sur les podcasts. En plus, fan du PSG, donc ça va être facile pour Écoute, parler pour toi aujourd'hui. ouais, salut messieurs, salut à tous. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. J'en doute pas. Donc, très heureux d'être là. J'en doute pas. Anto, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs, voilà, ton parcours, où tu en es et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok, salut tout le monde. Donc moi c'est effectivement Anthony Bacca. Aujourd'hui je suis Deputy Digital Director au sein du Paris Saint-Germain. Donc j'ai en charge toute la partie création de contenu pour les différentes plateformes du club, ses réseaux sociaux, son site internet, sa télé. On a un service vraiment transverse parce qu'on délivre du contenu pour l'ensemble des BU du club, que ce soit la fondation, le merch, le sponsoring, la com. Voilà, c'est vraiment un service transverse qui délivre un service à l'ensemble des activités du club. Et comment t'en es arrivé là, du coup, sur ton parcours, etc. Si on revient un petit peu plus en arrière. Ouais, écoute, moi je suis un petit peu un enfant du PSG, j'ai envie de dire. J'ai été abonné pendant très longtemps en virage. Et puis à l'époque où le club se lançait un petit peu dans le digital, à l'époque c'était avec un site internet. Ils cherchaient des jeunes stagiaires en école de communication à l'époque. Et donc j'ai intégré le PG comme ça au cours d'un stage pendant ma scolarité. Et puis de ce stage s'est transformé en CDD, ce CDD en CDI. Et puis progressivement, voilà, j'ai évolué au sein de la société, comme quoi c'est possible aujourd'hui. Et puis j'ai mis en place à l'époque ce qu'on a appelé le pôle média. Et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a créé la structure digitale. Et puis chaque saison, et c'est surtout vrai avec l'arrivée de QSI il y a 10 ans maintenant. Voilà, sous l'impulsion du président, la structure digitale s'est vraiment étoffée, renforcée. Et aujourd'hui, c'est 40 personnes qui constituent le pôle digital, dont 25 qui sont dédiées à la création de contenu. Et du coup, t'es arrivé en quelle année au club? Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les saisons, mais j'ai dû arriver 2003, 2004, quelque chose comme ça. Ouais, donc tu as vraiment connu toute l'évolution du digital, mais même de l'Internet au global, en fait, Ouais. et donc de tous les nouveaux services associés, quoi. C'est ça, je te dis, je suis arrivé au club, le club lançait son site internet, enfin venait de le lancer. Et l'idée, c'est qu'il fallait le travailler, il fallait le développer. À l'époque, c'était presque un blog, quoi, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a eu l'émergence de PSG Télé. Ensuite, il y a eu l'émergence des réseaux sociaux, pardon. Et progressivement, on s'est structuré, on s'est organisé pour délivrer un contenu qui soit conforme aux attentes de nos fans et à l'évolution du club. Le chiffre que j'aime bien donner, c'est qu'il y a 10 ans, lorsque QSI est arrivé au PSG, on avait une fanbase qui était d'environ 500 000 personnes en social, en digital en tout cas, et il y avait 95% de fans français. Aujourd'hui, en 2021, on vient d'atteindre le cap symbolique des 100 millions de fans, et la proportion s'est inversée. On a 5% de fans français et 95% de fans qui se trouvent à l'international. Donc ça veut dire que c'est toute une stratégie qui a été mise en place pour accompagner ce changement, cette bascule. Et avant, on était un club très franco-français. Et aujourd'hui, on a un club qui est tourné vers l'international. On crée du contenu dans 10 langues. Notre pays numéro un, c'est le Brésil. Derrière, c'est l'Indonésie. On est très puissant en Algérie, en Chine, au Japon. Donc voilà, c'est un bouleversement, j'ai envie de dire, dans la manière dont on crée le contenu et la manière dont on s'adresse à ces fans-là. Ouais, effectivement, cette typologie de fan, elle est incroyable. Et on va rentrer justement dans ce détail-là et de la stratégie mise en place. Mais je suis désolé, je casse un peu la structure, David, mais J'adore. il y a un truc, moi, forcément, qui m'interpelle et dont j'ai envie de parler avec Anto, c'est t'es passé des tribunes au bureau. Je trouve ça génial, et puis mais ça reste hyper atypique. Et il y a forcément une question qui m'intéresse et qui va intéresser beaucoup d'auditeurs. Ouais. C'est est-ce que cette transition elle est difficile,
Et la part du fan dans le professionnel, quelle est-elle? Quelle était-elle quand tu as fait cette transition-là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Comment ça a évolué? Si ça a évolué? Voilà, ce fait d'être et supporter, ou en tout cas attaché au club et d'y occuper un rôle important, comment on le vit? Écoute, déjà, ça s'est fait progressivement, hein. Comme je te l'expliquais, je suis rentré au PSG pendant mes études en tant que stagiaire, etc. Donc, je continuais à être abonné pendant que je faisais mes armes au sein du club. Mais c'est vrai au début, c'était un petit peu atypique. Et aujourd'hui, j'ai toujours cette passion pour le club et je pense que c'est important dans ce travail au sein du digital. Lorsqu'on crée du contenu, on s'adresse avant tout à des fans. Et le fait d'avoir été de l'autre côté, tu sais un peu la manière dont ils vont aborder un match, dont ils vont appréhender. Tu connais également la rivalité qui va exister avec certains clubs, etc. Et c'est des choses qui forcément dont tu dois tenir compte lorsque tu crées du contenu. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, il y a le fan français, il y a le fan qui est à l'international. On s'adresse pas à eux de la même manière. Mais je pense que ce passé de supporter qui est toujours au fond de moi, hein, je vibre autant avant les matchs. Là, ce soir, on joue Barcelone, je suis super impatient. Donc, non, je pense que c'est important, c'est un vrai plus. Et je trouve que c'est important aussi pour le club de pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont aussi un petit peu cette culture club et cette historique de tout ce qui a été fait en digital ou en social pendant une période assez longue. Ouais, surtout que par rapport à ce que tu dis, tu as effectivement le côté fan et tu t'adresses à des fans, mais aussi le PSG maintenant, au-delà d'un club de foot, c'est une marque. Et donc tu t'adresses aussi en tant que marque. Et j'imagine ton messaging, il est différent. Et comme tu dis, au Brésil, on peut comprendre le lien, pourquoi vous êtes si puissant en ce moment. Sur l'Indonésie, c'est un autre marché. Il n'y a pas de joueur indonésien dans l'effectif aujourd'hui. Et Donc ben, en fait, détrompe-toi. Non, c'est non, vrai? je plaisante. Ok, tu m'aurais eu là déjà. J'ai quand même révisé mes gammes avant d'être là. Non, non, mais ouais, c'est intéressant parce que tu évolues en tant que d'institution sportive, Ouais. mais aussi de marque, quoi. Et justement, quand tu parles de digital et de comment vous êtes structuré, c'est quoi le fonctionnement de ta division aujourd'hui? Du coup, t'as les réseaux sociaux d'un côté, le digital, ça doit parler avec tout le monde en interne. Comment vous êtes organisé? Ouais. Alors, il y a des pôles effectivement bien établis, mais l'activité, elle est commune et j'insiste vraiment pour qu'il y ait des synergies entre chaque pôle. Mais il y a effectivement un pôle social qui va gérer les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, etc. Qui va également faire le lien avec les agences qui vont créer du contenu à l'international. Hein, on a des équipes qui sont basées en Amérique du Sud qui vont gérer toute la communication en anglais, en espagnol et en portugais. On a des équipes qui sont basées en Asie qui vont gérer tous nos réseaux sociaux indonésiens, japonais, chinois. Et on a des équipes à Doha qui, eux, vont gérer tout le contenu en arabe. Donc, cette équipe sociale va faire le lien avec ces agences à l'international. À côté de ça, on a les équipes qui sont sur le terrain, qui créent du contenu, qui sont au contact des joueurs, que ce soit avec les caméras, avec les lives. Voilà, on a des équipes qui sont vraiment au cœur du groupe professionnel, qui se déplacent avec les joueurs, qui font les matchs au Parc des Princes, qui font les trainings à Ooredoo, etc. Et donc ces équipes-là, quelque part, elles rapportent du contenu à l'équipe sociale et à l'équipe post-prod. Hein. Cette équipe post-prod, c'est le troisième barreau de la chaise, j'ai envie de dire. Donc la post-production, c'est eux qui réalisent tous les clips, toutes les vidéos, tout ce qui est motion, tout ce qui est visuel, fixe ou animé. Donc ça, c'est clé. Hein. Aujourd'hui, il y a une vraie transformation qui s'est fait aussi en digital sur la typologie de contenu et la vidéo prend de plus en plus de place. La vidéo, mais également les longs formats vidéo. Donc ça implique vraiment de se renouveler et d'adapter un petit peu ses compétences. Hein, c'est des équipes qui sont hyper agiles. Et puis enfin le dernier pôle, c'est toute la partie photo. On a la chance d'avoir un photographe salarié qui est au club depuis très longtemps, Christian, qui travaille avec Michel Collard, qui est historien. Et donc voilà, ce quatrième pôle est constitué de toutes nos ressources photos, qui est un patrimoine hyper précieux pour le club. Car si l'actu c'est essentiel, on essaye aussi pas mal, j'ai envie de dire, de nous appuyer sur nos archives et sur tout le patrimoine comme ça que le club a su se constituer depuis ces dernières saisons.
Alors, moi, il y a un truc qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que tu nous as parlé de plusieurs territoires avec des équipes qui sont basées là-bas, mais forcément donc de plusieurs fuseaux horaires, et tu ratisses large parce qu'on part du Brésil, on va jusqu'en Indonésie. Donc ça, c'est une vraie contrainte. Tu as une deuxième contrainte, c'est que c'est quand même un seul message que tu dois délivrer parce que c'est le message du PSG avec ce qui a été décidé et le type de communication qui est créé autour du club. Mais tu t'adresses à des audiences différentes en même temps. Et donc ma question c'est comment tu gères tout ça, comment tu l'organises. Tu peux aussi en plus un besoin de réactivité parce que quand tu es autour des matchs, voilà, tu dois réagir en live. Et j'ajoute à ça la sensibilité du contenu parce que on est quand même sur du sport, sur du foot, ça engendre beaucoup de réactions. Il faut faire très attention à ce que tu postes et au backlash que tu peux recevoir notamment sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est forcément une organisation hyper complexe. Comment au quotidien tu le gères? Est-ce que c'est avant tout de l'humain? Est-ce que c'est aussi des solutions qui te permettent de le faire? Enfin, comment tu arrives du coup à distribuer le contenu, à faire en sorte qu'il respecte et ce que tu as envie de dire et l'audience qui va le recevoir? Ok, bon, il y a plein de questions là dans ce que tu m'as Ouais, posé. il y a plein de questions. Donc, 10 000. pour essayer de rien oublier. Donc, on est passé d'une stratégie de traduction à une stratégie de localisation du contenu. Au début, on traduisait le contenu, c'est-à-dire que on faisait un article, l'article était traduit en espagnol, en portugais, etc. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de localiser le contenu, c'est-à-dire de créer un contenu qui soit adapté à un marché. Le fan brésilien, le fan indonésien, le fan japonais, il va pas attendre la même chose que le fan français. Donc c'est important d'avoir cette stratégie de localisation. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des équipes qui sont implantées localement dans ces pays-là. On aurait pu prendre des équipes sur Paris et puis tout gérer depuis Paris. Mais voilà, on a estimé que c'était plus pertinent d'avoir des équipes qui connaissaient le territoire sur lequel on voulait se développer afin de créer un contenu qui soit adapté à ce territoire-là. Ça, c'était un premier point qui nous a permis vraiment d'accélérer un petit peu notre développement à l'international. Ensuite, Mathieu, l'organisation. Effectivement, le fuseau horaire, c'est 24 sur 24 entre la France, les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient, etc. C'est vrai que on couvre l'ensemble du fuseau horaire. Alors, dans le foot, il y a des événements qui ont lieu à jour et heure fixe. Un match, on joue à 21h, peu importe s'il est 3h du matin en Chine et 17h au Brésil, le match il a lieu à 21h en France. Donc pour ça, on s'adapte. Nos agences basées localement dans ces pays-là s'adaptent et couvrent le match en live. Maintenant, pour le reste du contenu, on essaye de s'adapter un petit peu au fuseau horaire local. Ça va être inutile de poster une photo sur le Twitter brésilien à 3 heures du matin parce qu'on l'a posté en France à telle heure, mais autant le poster en milieu d'après-midi au Brésil pour qu'il ait un reach qui soit important. Donc on essaye de s'adapter dans la mesure du possible. Et pour ça, Mathieu, tu me posais la question si c'est que de l'humain ou des outils, c'est forcément un mix des deux. On a la chance de s'appuyer sur des agences avec lesquelles on travaille depuis longtemps. On a su instaurer un workflow qui est efficace. Mais voilà, ça implique une grande disponibilité. Ça implique une confiance également importante. Hein. C'est essentiel de bien maîtriser un petit peu l'ADN du club et le message que le club entend véhiculer. Et pour ça, on utilise également des outils qui nous permettent de partager de manière efficace nos contenus. Après, voilà, hein, il y a des outils qui est très simple. Hein, il y a un groupe WhatsApp qui existe pour réagir de manière instantanée. Et puis on va avoir des outils un peu plus perfectionnés qui vont nous permettre de partager du contenu efficacement avec ces agences. Mais voilà, mais c'est vrai que la relation humaine est importante. Moi, je m'appuie beaucoup là-dessus. J'ai besoin d'avoir confiance dans les équipes avec lesquelles on travaille à l'international. Ne serait-ce parce que parfois ils ont accès à des contenus qui va être confidentiel. Hein. Et donc voilà, c'est essentiel que cette notion de conscience, de confiance existe entre elle et nous. Oui, parce que j'imagine que du coup, après, ils sont autonomes dans le fait de pousser du contenu ou tout doit revenir à chaque fois de votre Écoute, ça côté pour dépend. une relation? Ça dépend. Ils ont forcément une part d'autonomie. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont acquis avec le temps, avec l'expérience. Maintenant, on peut pas tout contrôler. Hein. On est sur des centaines et des centaines de posts postés chaque jour. Donc forcément, on peut pas tous les vérifier. Ils savent qu'il y a
des moments, des joueurs, des périodes, etc. qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Donc à ce moment-là, on leur demande de nous faire valider les créas, de nous faire valider les postes, mais il y a forcément une part de liberté qu'on leur laisse, et c'est important parce que ça nous permet d'être réactifs, et puis encore une fois, ça nous permet d'être pertinent dans un marché bien spécifique. Ouais, très clair. Et si on compare aux autres gros clubs européens, euh, je vais pas forcément citer de nom, mais bon, t'as compris à peu près les clubs que j'ai en tête. Ils ont tous à peu près cette même stratégie de plutôt délocaliser. Il y en a qui ont internalisé. Vous avez vraiment des différences et vous voyez des chiffres du coup qui diffèrent. Ouais, écoute, effectivement, ça dépend. T'as des clubs qui ont décidé d'internaliser toutes les équipes, et en estimant que ils allaient avoir la main mise un petit peu sur tout ce contenu et que ça allait être plus facilement diffusé. T'en as d'autres qui suivent un petit peu ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, en ayant des agences locales. Il n'y a pas vraiment de modèle idéal. Je pense que c'est surtout lié à la nécessité de chaque club de se développer. Euh, Honnêtement, en France, après, on est quasiment le seul club à avoir une stratégie de développement à l'international. Faut pas se voiler la face. Euh, mais effectivement, les grands clubs, les autres grands clubs européens avec lesquels aujourd'hui on se compare, il y a des similitudes avec la manière dont on travaille. C'est évident. Maintenant, la spécificité du PSG, c'est qu'on a un club jeune. On a fêté nos 50 ans l'année dernière. Le club a connu un essor à l'international, comme j'expliquais, depuis ces 10 dernières années. On est confronté aussi à une Ligue 1 qui a un peu du mal à se développer à l'international. Donc aujourd'hui, comme je te disais, on est puissant dans certains pays, mais c'est essentiel pour nous d'être accompagnés par la diffusion de nos matchs en télé. Si jamais tes matchs ne sont pas diffusés, t'as beau faire tout le travail que tu veux en digital, c'est important de de nouer ce contact avec le fan en télé. La diffusion de tes matchs, quelque part, c'est un prérequis pour nous. Donc voilà pourquoi on essaie de travailler avec la Ligue pour favoriser, pour développer la diffusion de nos matchs en télé. Pour nous, c'est essentiel. Mais voilà, ce qu'on essaie de créer, en gros, c'est un nouveau modèle. Euh, on est convaincu que en nous appuyant sur la ville de Paris, on a une puissance, des assets que les autres clubs n'ont pas. Et pour nous, ça, c'est vraiment un accélérateur de développement. Et la notoriété de Paris, la puissance du club et de nos joueurs, le fait qu'on soit un club jeune, toutes les collabs qu'on a pu créer dernièrement, que ce soit avec Jordan, la plus emblématique, tout ça font du Paris Saint-Germain le club de la nouvelle génération. Et pour nous, ça c'est vraiment essentiel. Et honnêtement, je pense que c'est aussi ce que recherchent quelque part des annonceurs lorsqu'ils s'adressent au Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont conscience qu'on touche une cible que peu d'autres clubs sont capables de toucher aujourd'hui. C'est pas anodin si, en gros, sur toutes les plateformes, on est environ positionné entre la 5e, 6e, 7e position par rapport aux grands clubs européens. On parle de Manchester, de Chelsea, de la Juve, du Bayern, du Real, du Barça, etc. Donc c'est des gros clubs qui ont déjà un gros palmarès, qui existent depuis longtemps, pour la plupart ont plus de 100 ans. Donc bon, mais malgré tout, on arrive à rivaliser avec ces clubs-là parce que on a des joueurs emblématiques, ça c'est évident, mais aussi parce qu'on a une stratégie de développement qui est propre au Paris Saint-Germain. Et l'exemple que je veux prendre, c'est que sur TikTok, qui est une plateforme jeune. Mathieu, tu connais certainement pas, mais TikTok, c'est Essaye de l'upgrader. Et sur cette plateforme-là, on est le deuxième club au monde. On est le deuxième club au monde. Et donc ça prouve bien que notre stratégie de diversification de la marque, du club de la nouvelle génération, il porte ses fruits. Et voilà, le fait de toucher une cible jeune, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Ouais, alors que d'autres clubs en fait ont des fans beaucoup plus vieillissants et C'est ça. ouais, non, c'est logique en fait. Et c'est vrai que TikTok est un bon indicateur pour le coup là-dessus. Et vous avez après des marchés que vous ciblez un peu plus que d'autres, c'est-à-dire que développement international c'est assez large. Là on a parlé de l'Indonésie, on parle du Brésil, on peut parler. Bon, après vous avez fait une tournée aux US, etc. Vous avez quand même des marchés qui sont un peu plus clés que d'autres. Ouais. On a forcément défini des marchés clés, des territoires clés pour nous. Après, il y a tout des algorithmes qui sont créés, et on mixe tout ça, et puis on essaie de sortir un petit peu des pays clés, mais il y a effectivement, comme je le disais, les pays où la Ligue 1 est diffusée, c'est important.
les pays économiquement avec un potentiel économique fort, hein, où il y a des marques qui sont capables de s'associer au Paris Saint-Germain, et puis les pays éventuellement où nos joueurs sont représentés. Hein. Forcément, le Brésil, ça va être un pays naturel pour nous parce qu'on a plusieurs joueurs brésiliens. Même chose pour l'Amérique du Sud, j'ai envie de dire. Mais quelque part, le digital pour nous, c'est un peu la première pierre qu'on va aller poser dans ces pays-là. C'est ce qui va nous permettre de savoir si jamais la marque PSG va prendre localement ou pas. Parce que quelque part, la création de contenu, c'est ce qui peut se faire le plus facilement, j'ai envie de dire. Si jamais on sent que digitalement parlant, ça prend, ensuite on va peut-être essayer d'aller créer un fan club en local. Ensuite, si on se rend compte que le fan club y prend, qu'ils arrivent à se réunir, à faire des watch parties, etc., peut-être qu'on va créer une académie. Hein, une académie, c'est-à-dire qu'on va localement, on va permettre à des jeunes enfants de jouer au football, de se réunir avec des éducateurs du club et de véhiculer un petit peu les valeurs du Paris Saint-Germain. Et si on arrive à créer des réseaux sociaux dans la langue du pays, si on arrive à créer un fan club, si on arrive à créer une académie, ben peut-être que demain il y a une marque qui va venir nous voir et qui va nous dire, ben voilà, faisons des choses ensemble. C'est un peu comme ça que tu parlais des joueurs. Et donc aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui sont eux-mêmes leur propre marque. Pour citer que, je pense forcément à Neymar ou à Mbappé, qui ont leur propre canal de communication. Comment ça cohabite avec ce que vous faites dans ton équipe? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que c'est on se voit une fois, on détermine de grandes responsabilités et on fait une saison comme ça? Ou alors est-ce que c'est plus régulier? Comment tu travailles avec eux? Ben, alors, lorsqu'on a la chance d'avoir des joueurs aussi puissants que ceux que compte le Paris Saint-Germain dans son effectif, forcément, on travaille avec eux, on a envie de travailler avec eux. En gros, ce qu'on essaie d'expliquer aux joueurs, c'est que ils sont super forts. Là-dessus, il y a aucun doute, mais que avec le club, ils deviendront encore plus forts, ils pourront créer encore davantage de contenu, un contenu qui sera de grande qualité, et que cette synergie, elle peut être bénéfique pour le joueur et pour le club. Donc comme je vous l'expliquais, hein, les équipes sont en contact en permanent avec les joueurs, que ce soit au camp des loges, lors des matchs. Donc il y a des affinités qui se créent. Ce que j'essaye de dire aux équipes, c'est faites en sorte que les joueurs passent un bon moment avec vous. Si le joueur passe un bon moment avec vous, il aura envie de revenir. Il sera content d'être là, il sera content de faire des choses avec vous. Donc voilà, faites en sorte que le club il passe un bon moment. Ne lui posez pas les mêmes questions qu'il va retrouver partout. Ne lui faites pas faire les mêmes choses qu'il fait partout. Vous avez la chance d'avoir cet accès qui est privilégié, qui est aujourd'hui l'accès aux joueurs, c'est quelque chose qui a de la valeur. Mais voilà, essayez de le mettre à profit pour réaliser un contenu qui soit valorisant et intéressant pour le joueur. Ça, pour moi, c'est essentiel. Le fait que le joueur il passe un bon moment quand il est avec les médias du club. Et après, effectivement, on partage énormément de contenu avec les joueurs. On a des outils pour cela. Aujourd'hui, on utilise une application qui s'appelle Greenfly et qui nous permet d'échanger avec les joueurs ou avec leur environnement pour partager des vidéos, des photos. Et à l'inverse, les joueurs nous mettent à disposition également du contenu pour enrichir un petit peu nos plateformes. Donc c'est vraiment un deal win-win qui s'est instauré avec les joueurs et c'est vrai jusqu'à présent on a de la chance parce que on a des super joueurs et on arrive à super bien collaborer avec eux. Voilà, il est fréquent que nos joueurs partagent des contenus qui sont proposés par le club. Ouais. Et du coup, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion-là, et bien sûr sans citer de nom, est-ce que tu vois aujourd'hui des joueurs, et je parle du joueur lui-même, hein, pas de son entourage, qui est vraiment intéressé par la stratégie de contenu, que ce soit la sienne ou celle du club, qui la comprend, qui est capable de la construire? Est-ce que c'est des discussions que tu as aujourd'hui? Parce que bon, voilà, mécaniquement, les joueurs sont jeunes, arrivent, ils sont éduqués, ils arrivent avec la tech, ils grandissent dans un environnement numérique. Donc, est-ce que le type de conversation que toi ou tes équipes vous pouvez avoir avec les joueurs, j'imagine que ça a évolué, et est-ce qu'ils sont particulièrement intéressés par ça? Alors oui, c'est sûr. Les joueurs, ils sont jeunes, ils sont connectés, ils sont tous sur les réseaux sociaux ou quasiment tous sur les réseaux sociaux. Mais après, ça reste avant tout des joueurs. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on les traite comme joueurs de foot et non pas comme stars des réseaux sociaux. Ce qu'on veut en faire, c'est des joueurs de foot performants et qui maîtrisent un petit peu l'image qu'ils véhiculent sur les réseaux sociaux. Nous, on va pas du tout intervenir ou maîtriser ou
sur les réseaux sociaux des joueurs, ça c'est leur domaine privé. Maintenant, lorsqu'on peut leur mettre à disposition un contenu qui serve les intérêts du club, qui serve leur intérêt, là on est dans notre rôle et je pense que c'est ce qui intéresse les joueurs. Voilà. Honnêtement, je crois pas que beaucoup de clubs, que beaucoup de joueurs en tout cas récupèrent autant de contenu de la part du club. Lorsque je vois les réseaux sociaux de l'ensemble de notre effectif, voilà, c'est vrai que je suis assez fier de voir le nombre de contenus qu'ils partagent. Et je pense que ça contribue aussi à montrer que c'est un groupe qui s'entend bien, où il y a une bonne ambiance, un groupe qui travaille, et tout ça, c'est des choses qui servent encore une fois le joueur et les clubs. Ouais, et puis même une émulation positive pour ton club en tant qu'organisation, même tes fans après, du coup, ça leur dégage aussi une bonne image. Ça peut éviter d'éventuelles crises, si on compare à d'autres clubs que t'aimes moins, Matt. Ouais, encore une fois sans citer de nom. Mais ouais, c'est sûr que... Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, ça te permet toi d'avoir un indicateur en fait de la réussite de ce que tu mets en place. J'imagine qu'effectivement voir les joueurs utiliser les contenus que tu mets à dispo, ça te donne comme feedback. Bah, voilà, on met quelque chose en place, ça intéresse le joueur, c'est utilisé. Au-delà du joueur, du coup, toi, à quoi tu mesures la réussite de la stratégie de contenu? Est-ce que c'est simplement, tu dis, c'est un objectif qui peut être simplement numérique? Typiquement, vous avez passé la barre des 100 millions de fans sur l'ensemble de vos plateformes récemment. Est-ce que c'est ces objectifs-là que tu te mets en place, ou est-ce que c'est beaucoup plus divers? Est-ce que tu vas aller aussi parler au merch en disant, bah, si on rend plus de maillots aujourd'hui aux États-Unis, c'est aussi parce qu'on a localisé la stratégie du contenu. Comment tu mesures le succès de ce que vous mettez en place? Alors, là encore, Matt, c'est super intéressant, mais c'est un champ qui est super vague. Alors, on va forcément faire du quanti, hein, c'est essentiel. À un moment donné, il y a une croissance qui doit s'opérer, donc c'est important de faire du quanti. Mais on va aussi faire beaucoup de quali parce que voilà, parce qu'aujourd'hui on a un club de foot, on est une marque comme vous l'expliquiez au début, et on peut pas rentrer dans cette course au clic systématiquement parce qu'il y a des choses qui sont bien au-delà, qui sont bien plus importantes que simplement d'avoir un nombre de likes sur une publication. Il y a plein de contenus qu'on publie pas, même si on sait qu'il ferait plein de likes, mais on sait que ça va à l'encontre un petit peu de l'intérêt sportif du club. Donc ça quelque part on scie la branche sur laquelle on est assis. Ce qu'on espère, c'est que sur la durée, cette stratégie-là, elle porte ses fruits. Peut-être qu'à court terme, on passe à côté d'un reach qui va être important, mais sur la durée, l'impact sportif va être tel que les bénéfices qu'on va en tirer vont être nettement plus importants pour le club. Et on s'en est rendu compte lors du Final 8. Lors du Final 8, aujourd'hui, ce qui génère de la conversation en social, c'est les matchs. C'est le sportif. Voilà, là-dessus, il faut que ce soit très clair, c'est le sportif qui génère de l'engagement. Donc tout ce qui va concerner le match en tant que tel, pour nous, ça va être source de résultats positifs. Après, ce que tu disais, l'un des enjeux aujourd'hui du digital pour un club, c'est effectivement comment monétiser ses contenus, comment les monétiser directement ou indirectement. En gros, tu prenais l'exemple du merch. Effectivement, plus tu vas avoir une fanbase qui va être importante en dehors de ton territoire, plus ça va te permettre de toucher une communauté qui va être importante lorsque tu fais un lancement de maillot, lorsque tu vas annoncer une collab avec Jordan, lorsque tu vas annoncer un partenariat avec une marque, etc. Plus ta fanbase va être large et diversifiée, plus tu sais que l'impact va être puissant. Donc ça, c'est essentiel. Et puis ensuite, il y a c'est ce que j'appelle un petit peu la monétisation en direct quelque part. Grâce à la puissance de ta fanbase, tu es capable de toucher un nombre de supporters élevé. Et donc, plus tu vas adresser un nombre de fans important, plus ta probabilité de vendre des maillots du Paris Saint-Germain va être forte. Ça, c'est un point important. Mais après, il y a toute la monétisation directe. Aujourd'hui, le social permet de monétiser via des campagnes de pub, via du branded content, via du pré-roll, voilà, il y a plein de formats aujourd'hui qui permettent de générer des revenus. C'est là qu'on essaye de travailler parce que pendant très longtemps il a fallu publier du contenu pour développer la marque, pour faire grandir la fanbase, etc. Aujourd'hui, on essaye de se réorienter plus sur une stratégie de monétisation de nos contenus, peut-être réserver quelques contenus à des groupes un petit peu dédiés. On a un programme de membership qui s'appelle My Paris. On a des abonnés au Parc des Princes, etc. Voilà, voir comment on est capable un petit peu d'adresser ces différentes cibles et leur proposer un contenu qui leur soit propre.
Je rebondis tout de suite sur le parc, du coup, parce que tu viens de le mentionner. Le parc aujourd'hui, il est considéré aussi comme un outil digital? Alors oui, oui, même si le Parc des Princes c'est un stade qui est ancien, hein, c'est vrai qu'il y a des stades aujourd'hui très modernes qui ont été conçus avec les outils digitaux adaptés. Nous, le parc, on essaie de le moderniser. Je peux pas vous donner les chiffres précis, mais dans le parc, il y a des centaines et des centaines d'écrans, hein, donc qui sont connectés. On a un système de LED aussi interactif qui nous permet de pouvoir diffuser des messages quasiment en temps réel. Oui, on essaye de faire du stade un stade connecté. Maintenant, voilà, c'est un bâtiment qui est ancien, qui est Ouais. classé. Tu C'est peux Pas pas que tout tu faire. veux, ouais. ouais. Et du coup, dans toute cette stratégie t'as parlé de digital et de créer, bien sûr, in fine, des revenus. Donc, tu vas bosser avec le merch, tu vas bosser avec tout le monde. Euh, Quelles sont pour vous comment dire, les nouvelles lignes de revenus qui vont arriver dans les prochaines années? On sait que vous avez fait des partenariats autour de la blockchain, autour de différentes choses. C'est quoi un petit peu les tendances sur lesquelles vous vous appuyez? Bah, effectivement, le blockchain, ça fait partie des nouvelles sources de revenus qui sont intéressantes pour les clubs. Après, un club de foot est aussi limité par les droits qu'il possède et qu'il peut exploiter. Chaque ligue, chaque pays est régi par sa ligue et a des droits qui lui sont propres. Les droits des clubs français ne sont pas les mêmes que les droits des clubs anglais ou que les droits des clubs espagnols ou allemands. Donc c'est aussi important de pouvoir jongler avec ça. Tu Mais penses que ça devrait être uniformisé d'ailleurs à l'échelle européenne? bah, pourquoi pas, mais c'est difficile, hein, parce que en gros, c'est lié au droit télé et chaque droit télé est commercialisé de manière locale, j'ai envie de dire. Donc, il y a aucune raison que la Première Ligue et la Ligue 1 se harmonisent cette Hmm. partie-là, Ouais. parce que quelque part, elles sont un peu en concurrence aussi, hein. Mais en revanche, voilà, on réfléchit à une plateforme d'OTT, voir un petit peu comment on pourrait adresser un public qui est très large. Après, voilà, la problématique pour un club comme le Paris Saint-Germain, c'est comme je vous l'expliquais, on a 95% de fans qui sont étrangers. Ils vont parler chinois, japonais, anglais, espagnol, portugais, enfin voilà. Quand vous êtes un club anglais, quelque part, c'est simple. Vous proposez votre contenu en anglais et voilà, vous estimez que c'est la langue un petit peu internationale et que tout le monde va comprendre. Nous, en tant que club français, ben, on peut pas simplement communiquer en français. Donc, on va communiquer en français, mais on va communiquer en anglais, mais aussi en espagnol, en chinois, etc. Donc, ça implique quand même un workflow qui est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se tromper de stratégie et voilà, bien placer les curseurs au bon endroit pour pouvoir essayer de toucher encore une fois une cible qui soit la plus large possible. Au-delà du foot et des exemples de grands clubs européens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que toi personnellement ou via tes équipes, vous cherchez à benchmarker au-delà du foot, à vous inspirer de modèles ou de clubs, voire de franchises? On a forcément un peu orienté ma question sur la manière dont ils travaillent en création de contenu. Si je suis complètement si je suis complètement honnête sur ma réflexion, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta stratégie de contenu, tu n'es pas plus proche d'une franchise de NBA que d'un club français? Et de fait, est-ce que tu vas regarder de ce côté-là et est-ce que tu t'inspires aussi de la manière dont ils communiquent, notamment dans l'utilisation des assets digitaux, qui est quelque chose qui maîtrise plutôt pas mal en général? Ouais. Alors oui, forcément, il y a un travail de benchmark qui est permanent de la part des équipes, mais aussi de la part des plateformes qui viennent nous euh, sans cesse nous alerter sur des nouvelles fonctionnalités, des best practices, etc. Hier, on était avec Instagram qui nous parlait des nouvelles fonctionnalités qui arrivaient. Euh, Ils ont lancé semaine dernière ce qu'ils appellent le Live Rooms, hein, c'est la possibilité de faire un chat sur 4 à 4 sur Instagram. On s'est empressé de le faire à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. On a réuni Laure Boulot, Paula, une freestyleuse, Ariana, qui est une ancienne joueuse de chez nous, et Candice, qui travaille à la fondation. Et on leur a fait faire un chat à 4 sur Instagram. Voilà, on essaye toujours d'utiliser un petit peu les nouvelles features le plus vite possible parce que c'est important pour nous qu'on soit précurseurs. Après, ce travail de brainstorming, il se fait effectivement en permanence, Mathieu, mais tu prenais l'exemple de la NBA, et c'est souvent un exemple qui est pris d'ailleurs, mais il faut savoir que tu n'as aucun club de NBA qui va rivaliser avec le top 5 ou le top 10 des clubs de foot européens. Hein. La puissance
du social pour le foot, honnêtement, aujourd'hui, elle est sans commune mesure. Hein. Euh, donc, on s'inspire parce qu'il y a forcément des bonnes choses qui sont faites. Hein, au niveau de la création de contenu, il y a vraiment des franchises qui sortent un petit peu leur tête de l'eau. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance, aujourd'hui, un club comme le Paris Saint-Germain, quelque part, il a beaucoup plus de monde derrière lui que devant lui. Et voilà. Bien sûr, ouais. Donc, non, mais c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça, si tu veux, ça rejoint, je pense aussi la construction du club, c'est que vous êtes probablement passé de benchmarker à benchmarker. Tu as aujourd'hui plus de clubs qui doivent venir vous voir ou qui viennent vous voir. Donc, comment vous faites ça? Comment vous adressez internationalement? Comment vous localisez? Plutôt que l'inverse. C'est ça, je pense que je parlais de KPI tout à l'heure et d'indicateurs. Ça aussi, c'est un bon indicateur sur le chemin qu'a fait le club depuis 10 ans, voire plus. Ouais, non, c'est certain. Pour nous, c'est important qu'on arrive à continuer à innover, à être précurseur, etc. Et ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est de créer des choses, ne pas copier, ne pas dupliquer, mais ce qu'on veut, c'est créer. Et comme tu le disais, moi, il y a aucun souci à ce que demain les autres clubs français ou européens reproduisent des choses qui ont été réalisées par le Paris Saint-Germain. Pour nous, c'est juste une preuve de succès, c'est tout. Et ça me va très bien. Mais voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer et voilà, ce discours d'être le club de la nouvelle génération, c'est pas comme ça quelque chose qu'on a lancé, mais c'est un vrai fondement, c'est une vraie volonté de la part du club. Et d'ailleurs, tu viens de parler d'innovation. T'as parlé d'innovation de process déjà par rapport au workflow que vous avez mis en place sur votre stratégie de communication à l'international notamment. Après, si tu dois parler à une startup aujourd'hui qui essaye de te parler d'être intégré au PSG, comment on fait pour bosser avec le PSG aujourd'hui et si on a une idée innovante, venir vous voir et essayer de faire quelque chose avec vous, comment ça se passe en interne? Honnêtement, on écoute tout le monde en tout cas. On écoute tout le monde. On est pas mal sollicité, hein, et c'est normal. Et après, c'est à nous de faire le choix. Ce qui est compliqué pour une startup aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de choses qui a déjà été mis en place au sein du Paris Saint-Germain ces dernières saisons ou encore aujourd'hui. Et bien souvent, on a des propositions qu'on a déjà essayées ou que le marché a déjà tenté, etc. Donc la difficulté quelque part, c'est de proposer un service qui soit innovant pour le club. Mais honnêtement, il y a plein de startups qui proposent des super super fonctionnalités mais pas qu'en France, hein, même. Hein, voilà, on est contacté on fait régulièrement des calls avec des startups qui sont basées aux quatre coins du monde. Mais honnêtement, chaque semaine, on a un projet intéressant. Après, il y a des contraintes budgétaires, des contraintes humaines. On est obligé d'en tenir compte. Donc, c'est à nous de faire le choix et d'essayer de prioriser un petit peu ce qui nous intéresse. Et voilà, on peut pas tout faire, ça c'est évident. Alors, il y a un vrai sujet que j'avais envie d'adresser avec toi parce que ça de fait bouleversé tout le monde et c'est la récente crise sanitaire. Ouais. Vous faites un métier où il y a besoin d'être au contact des équipes, tu as besoin que tes gars voyagent, il y a un certain nombre de contraintes. Comment tu t'es adapté? Comment tu as fait pour bosser pendant cette période-là? Ben écoute, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, c'est vrai. Maintenant, on a essayé de se réinventer. Il nous a fallu quelques semaines d'adaptation, j'ai envie de dire, où on a essayé de prendre conscience un petit peu de la situation, de l'impact que ça allait avoir sur nos contenus, sur nos plateformes, etc. Et on s'est très vite rendu compte que c'était essentiel de maintenir le lien avec nos fans, voire de l'accentuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette pandémie, donc là je parle du premier confinement, hein, le confinement qui était total, on a créé autant de contenu qu'au cours d'une saison normale. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a su se renouveler, on a su mettre en place des workflows pour faire des choses à distance. On a fait beaucoup de choses également avec la PHP qu'on a accompagné tout au long de cette pandémie, les hôpitaux de Paris. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a créé autant de contenu. Alors, je l'ai dit en préambule, hein, le contenu qui fonctionne le mieux, c'est forcément le contenu sportif. Ouais, Donc, live. on a eu moins d'engagement que sur une saison traditionnelle parce que peut-être que les gens avaient d'autres priorités. Mais malgré tout, on a limité la casse en maintenant un niveau de production très, très élevé
Et surtout, voilà, on a senti qu'il y avait ce besoin pour les fans de garder un contact avec le club. Donc, on a organisé des watch parties, on a fait des visios, on faisait des interviews à distance. Donc voilà, on gardait le lien avec nos supporters, quoi. Ça vous a pas finalement aidé pour aussi internationaliser la marque? Parce que du coup, ton contenu était un peu le même pour un fan français qu'un fan n'importe où dans le monde. Ouais, un petit peu. Alors après, David, la différence, c'est que pour le coup, on était très la watch party, on la faisait sur un fuseau horaire français, hein. Ouais. Donc bon, maintenant, on a la chance ça tombe plutôt bien au Brésil et aux États-Unis, un peu moins bien en Asie. Mais bon, écoute, c'était à circonstances exceptionnelles, j'ai envie de dire remède exceptionnel, quoi. C'est clair. Et il y a eu vous avez eu des discussions sur une période un peu plus de crise comme ça avec la ligue ou avec d'autres clubs pour essayer justement d'unir un peu vos forces pour essayer de justement garder une activité et un business stable dans une période où il y avait beaucoup d'inconnus? Alors sur le coup, pas tellement, en tout cas pas à mon niveau. Maintenant, aujourd'hui, oui, on sent que la ligue travaille avec les clubs pour préparer le retour du public dans les stades. On espère que ça va se faire très vite. Et donc oui, la ligue a monté un petit groupe de travail pour travailler là-dessus et pour essayer de redonner l'envie aux gens de retrouver leur tribune, quoi. Ouais. Et je pense qu'effectivement, occuper l'espace cette période-là, c'était essentiel. Et tout le monde a essayé de le faire. Et il y a eu je pense, des entreprises heureuses dans ce qui a été tenté et d'autres un peu moins. Mais je pense que je suis pas surpris par la notion de volume que tu nous donnes, parce qu'effectivement, du coup, c'est une opportunité pour occuper l'espace. Et malgré tout, malgré que personne, je pense, n'a envie de revivre ça. Ça a aussi permis de tester des trucs et de prendre un peu de recul autour de la création de contenu. J'ai une question qui me vient justement par rapport au fait de prendre un peu de recul. Je pense que la difficulté des métiers du digital, parfois, c'est qu'on est tous aussi utilisateurs. C'est-à-dire qu'on est potentiellement tous sur un ou plusieurs réseaux sociaux. On est potentiellement utilisateurs de différentes technologies. Euh, Comment toi, toi ou tes équipes, hein, t'arrives à séparer le côté utilisation perso d'Anthony et ce qui est bien dans ma stratégie de contenu? Ton regard biaisé, quoi. Ouais, que tu as forcément parce que tu es un utilisateur. Est-ce que tu te staffes avec du coup des gens qui ont différents types d'utilisation? Alors, Comment tu intègres en gros l'expérience perso dans le boulot? ouais, alors forcément, je pense que tu le veuilles ou non, ça a une incidence sur la manière dont tu gères ta stratégie. Euh, L'idée, c'est que tu arrives à prendre suffisamment de recul pour pas que ça l'impacte de trop. Mais voilà, moi, je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Je suis énormément de choses. Je me considère comme quelqu'un de très connecté. Maintenant, je les utilise pas réellement à titre personnel. Euh, j'ai un compte Twitter, mais je suis pas actif. Même chose sur Instagram, ou très peu en tout cas. Mais en revanche, je vais tout regarder, je vais tout suivre. Voilà. Pour moi, c'est plus, j'utilise plus cette expérience-là comme du benchmark, voire même du brainstorming avec les équipes. Mais c'est pas vraiment une utilisation personnelle que j'en fais. En revanche, ce qui est important, c'est que au sein des équipes, que eux maîtrisent parfaitement les usages de chaque plateforme. Et c'est pour ça qu'on a une équipe qui est jeune et qui est amenée aussi à beaucoup évoluer, à beaucoup bouger. C'est que quelque part, lorsqu'on utilise une plateforme sociale, on va le faire pendant quelques années parce qu'ensuite très vite on va être dépassé. Faut pas se voiler la face. Moi, je vois, j'ai des enfants qui rentrent dans l'adolescence et et parfois, j'échange avec eux là-dessus et leur vision, elle est intéressante pour moi parce que c'est quelque part, c'est la jeunesse d'aujourd'hui et c'est cette nouvelle génération dont on parle tant depuis le début de cette conférence. Ouais, et ça m'amène à une autre réflexion et j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Euh, Justement, la typologie du fan de foot, on part du principe que, enfin, elle est assez large, que tout le monde, c'est un sport universel et global, donc que tout le monde regarde. Aujourd'hui, moi qui effectivement ai des enfants
qui sont un peu plus jeunes, il y a une réflexion, je pense, qui se pose autour de l'expérience sportive, notamment quand elle n'est pas au stade. C'est comment tu fais de l'expérience sportive un produit que tu peux adresser à la famille. Et je sais pas si tu as l'occasion de voir ça, Anthony, et Dave, je sais pas non plus, mais il y a Nickelodeon aux États-Unis qui avait quelques droits NFL et qui a proposé des choses avec des incrustes et des overlays Bob l'éponge notamment pendant le match pour pas gamifier, mais pour le coup adresser un nouveau public sur l'expérience sportive. Et en gros, c'est de dire au lieu d'avoir le dessin animé sur la télé et le match sur le téléphone ou l'iPad parce que c'est priorité aux enfants, j'essaye de rassembler la famille autour de l'expérience. Ouais, tu l'as déjà un peu quand même avec le PSG quand tu regardes. Enfin, tu vois, on a parlé tout à l'heure de la collab Jordan. Pour moi, tu peux maintenant acheter des vêtements PSG ou Jordan parce qu'en fait, tu trouves ça cool et tu kiffes le lifestyle, tu vois. Et en fait, tu vas être du coup embarqué dans l'image du club et dans l'organisation, mais au-delà du sportif, par contre. En fait, ouais, c'est ça. Là, c'est effectivement très merch et plus facile d'inclure, je pense, la famille. Moi, je reviens plus à ce que tu disais, Anthony, sur le live. Ouais. Tu vois, est-ce que ça, c'est des choses à titre perso qui t'intéressent? Tu penses que c'est des sujets qu'il faut développer ou Alors, tu penses que c'est... J'ai pas entendu l'exemple que tu prenais, Matt. Tu faisais référence à un ayant droit. J'ai pas entendu. Ouais, c'est Nickelodeon, c'est une chaîne pour enfants en fait qui propose Oui. à l'origine, tu sais, des séries, des dessins animés, qui avaient acheté les droits d'un match de NFL, je sais plus si c'est un ou plusieurs, et qui du coup avaient mis des overlays Bob l'éponge sur le terrain pendant les temps morts, etc. Et qui avait en fait essayé de rapprocher les audiences. Est-ce que ça c'est des choses Non, moi je pense que intéressantes ou on en parle moins sur le foot? Toute expérience est intéressante, effectivement. Après, comme tu le sais, hein, les clubs ne sont pas détenteurs des droits en live. Donc, c'est pas nous qui gérons les diffusions live de nos matchs. C'est la ligue via un diffuseur, Canal+ en France. Donc là-dessus, nous, on peut essayer effectivement d'orienter, de donner des directions, mais voilà, on n'a pas la main là-dessus. Donc, c'est plus, j'ai envie de dire, à la ligue et aux diffuseurs de mener ce travail-là. En revanche, on essaye. Le live est essentiel pour nous, hein, c'est évident. C'est vraiment un axe de développement très très fort. Donc, on essaye de réaliser de nombreux lives dans plusieurs langues. Et chaque live doit adresser une cible bien spécifique. On va faire des lives très journalistiques avec Ambre et Roby autour des matchs, des conférences de presse, etc. On va voir des lives, pardon, avec Arsène, Laure et Péfut ce soir pendant nos matchs, où là c'est un peu plus, je regarde le match avec des potes sur mon canapé et ça pourrait être n'importe qui se reconnaîtrait dans cette approche-là. Sur Twitch, c'est ça. Ouais, sur Twitch, c'est ça. Donc, on essaye d'adresser encore une fois différentes populations à travers une typologie de contenu. Mais oui, en tout cas, le jeune public est essentiel pour une marque comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de ce jeune public, du coup, tu vois, tu parles de contenu live et que vous essayez d'en créer de plus en plus, et du coup, vous essayez aussi de le diffuser au plus grand nombre, et vous vous intéressez au-delà de votre plateforme OTT, vous avez une réflexion autour de ça. Il y a d'autres clubs qui sont allés sur Twitch, c'est des choses aussi sur lesquelles vous veillez? Ouais. On a lancé notre chaîne Twitch il y a un an maintenant, donc on est en plein de développement. Honnêtement, voilà, on surveille vraiment toutes les plateformes émergentes. On peut pas être présent partout, c'est pas possible. Parce que encore une fois, tu es limité en termes d'effectifs, en termes de budget, etc. Et que créer du contenu, malgré tout, ça coûte cher. Mais voilà, en tout cas, on essaye de bien faire ce qu'on fait, de bien développer les plateformes où on est déjà présent. Et puis, si jamais demain il y a une nouvelle plateforme qui devait voir le jour avec un potentiel pour le Paris Saint-Germain, bien entendu qu'on irait dessus. C'est une évidence. Ouais. Justement, du coup, je saisis la balle au bon pour utiliser une belle expression. Clubhouse, qui est un peu le truc un peu sympa du moment et fun. Est-ce que tu regardes déjà? Est-ce que tu as déjà potentiellement, tu réfléchis déjà potentiellement à des applications ou tu attends de voir comment ça réagit d'abord, sachant qu'on est sur de l'audio, que c'est une tendance, en tout cas, à laquelle moi je crois, parce que le podcast a un petit peu réhabilité, pardon, l'utilisation de l'audio en termes de création de contenu. Qu'est-ce que ça t'inspire, un truc comme Clubhouse? Ouais, alors on regarde, hein, forcément. C'est hyper intéressant.
comme tu le disais à juste titre, je crois que l'audio doit faire partie des prochains axes de développement pour le club, que ce soit via une plateforme comme Clubhouse, que ce soit via du podcast, que ce soit voilà, je pense qu'il y a vraiment un axe de développement qui est intéressant. On essaye de regarder un petit peu comment on peut aller dans cette direction-là, mais oui, je crois beaucoup à l'audio, à la captation audio de nos matchs. Hein, je pense que c'est également quelque chose qui est super intéressant. Il y a plein de choses à faire là-dessus aussi. Ouais. Mais oui, donc non, bien entendu, tout ce qui tourne autour du son, c'est essentiel. Et voilà, il va peut-être y avoir quelques belles surprises qui vont arriver prochainement. On a en tout cas hâte de voir ça. J'ai potentiellement une dernière question, sauf si David Non, vas-y. veut rajouter des choses derrière. Mais du coup, on a parlé effectivement beaucoup live et sportif. Encore une fois, je te demande pas de nous donner des exemples précis, mais j'imagine que souvent, ce qui se passe sur le terrain vient complètement bouleverser ta stratégie de contenu sur un match donné, sur un moment donné. Euh, Est-ce que dans ces moments-là, avec le sportif, tu peux quand même avoir un dialogue, tu peux réussir à expliquer pourquoi la vision sportive est différente de la vision de communication ou de digital? Et est-ce que des fois, tu as gain de cause sur des sujets ou est-ce que parce que c'est un club de foot, comme tout autre club sportif le ferait, c'est constamment le sportif qui prime, que ce soit au PSG ou ailleurs? Non, il y a un équilibre à trouver, c'est certain. Et notre direction a parfaitement conscience des enjeux du digital et et on peut pas avoir non plus une communication trop lisse sur nos réseaux sociaux. Ouais. Ce qu'on essaye, c'est juste d'avoir un ton qui soit adapté à chaque plateforme. On va pas communiquer de la même manière sur Instagram que sur Twitter. Sur Twitter, on sait que c'est un peu plus poil à gratter, donc parfois, voilà, on n'hésite pas à envoyer des petits pics à des clubs. Bon, c'est des choses qui se font. Maintenant, on essaye toujours d'avoir une position qui soit celle du Paris Saint-Germain. On va pas non plus se rabaisser ou tomber dans la moquerie. Enfin, c'est pas l'idée. Mais oui, donc on a un club de foot, c'est un prérequis, c'est incontournable et c'est ce qui doit driver toutes nos prises de parole. Maintenant, encore une fois, en fonction des plateformes, en fonction des cibles, libre à nous d'adapter notre communication et pour parler d'un même but, bah, tu as plusieurs tons à donner à ta communication. Tu vas avoir le ton très journalistique sur ton site internet. Tu vas avoir ton ton plus international, on va dire, sur de l'Insta. Et puis sur Twitter, tu vas pouvoir peut-être faire avoir une petite gimmick un peu sympa, quoi. Donc, en fonction de la plateforme, de la cible, ton message, il est différent. Top. Et si tu dois, enfin, j'espère qu'on sort d'une période un peu compliquée, du moins qu'on en sort. Si tu dois tirer quelques enseignements on va dire de la saison passée qui a été arrêtée, d'un Final 8 et donc d'une année où niveau performance sportive vous pouviez pas faire beaucoup mieux. Vous en tirez quoi vous au sein de tes équipes et même au sein du PSG au global? Alors, c'est paradoxal parce que quelque part, tu pourrais te dire, ouais, Anthony, il bosse dans le digital, donc qu'il y ait du monde au stade ou pas, ça change rien pour lui. Quelque part, ses fans, c'est pas ceux qui sont dans le parc, mais c'est tous les autres. Mais j'ai envie de dire que moi, ma plus grande envie, c'est de retrouver un parc plein, des virages qui chantent, de l'ambiance, des couleurs, des drapeaux, etc. Alors c'est peut-être mon passé d'abonné qui veut ça aussi, mais voilà, même si on est dans le digital aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des gens dans les stades, quoi, parce que c'est pas la même chose, qu'on le veuille ou non. Après, on vit autre chose, c'est différent. Le fait d'entendre les joueurs parler, les coachs parler, etc. C'est une autre expérience. Mais honnêtement, avoir du public dans les stades, c'est aujourd'hui notre vœu le plus cher. Et ce qu'on a vécu à Lisbonne, c'était exceptionnel. J'ai eu la chance de faire partie de la délégation qui est partie au Portugal. Et c'était vraiment cette sensation de bulle. De cette bulle Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui était unique à vivre, pardon. Et on a eu la chance en plus d'avoir d'excellents résultats sportifs. Euh, et j'ai envie de dire que les équipes contenues qui ont été sur place ont également eu le sentiment de vivre une aventure unique et ça les a incités à créer davantage de contenu, à se renouveler, à avoir des idées. Et les mecs sur place faisaient des horaires de malades, mais
mais quelque part, ils le faisaient avec plaisir parce qu'ils avaient vraiment le sentiment de vivre quelque chose d'unique. Ouais, c'est vrai que tu avais une espèce d'exclusivité autour de l'événement, quoi. C'est ça. Et puis, on s'est dit que quelque part, c'est peut-être quelque chose qu'on vivra qu'une fois dans notre vie. Ouais, en vrai, je l'espère. On l'espère tous. On l'espère tous. Je l'espère. Même si le format finalement du Final 8, moi je l'ai bien aimé. Mais ça, c'est une autre discussion. Ouais, ça on pourrait refaire une heure de podcast là-dessus. Ce sera pour un prochain épisode. Effectivement, j'espère que le Covid et les conditions de travail qui ont été inhérentes, ce sera un one shot. En revanche, j'espère qu'on va vite revivre une finale de Ligue des Champions avec réponse dès ce soir. Réponse dès ce soir, sans transition. Écoute, je sais pas si tu avais encore d'autres sujets, David. Juste, merci Anto pour ton temps. C'était super d'avoir ce prisme côté organisation sportive et en plus parler de contenu, etc. Ça nous changeait un peu de notre quotidien, j'ai envie de te dire. Je sais pas si toi, Anto, tu voulais ajouter d'autres choses pour conclure. Ben non, écoutez, merci à vous d'avoir pensé au Paris Saint-Germain et à moi pour ce podcast, c'est cool. C'était une belle expérience. Voilà, j'espère qu'on pourra vite se retrouver autour dans un stade, hein, parce que je sais que vous êtes tous les deux des férus de football, donc j'imagine que la présence dans un stade vous manque aussi. Et puis voilà, j'espère que tous les gens qui nous écoutent également pourront très vite vivre ou découvrir un match dans un stade, parce qu'il y a rien de tel. Même si on est là pour parler de digital, je pense que vivre une expérience dans un stade, ça a pas de prix. Et voilà, j'espère qu'on pourra tous se retrouver très vite, partager un petit peu ces moments magiques que les joueurs nous font vivre sur le terrain. On a hâte, effectivement. On croise les doigts. Ouais, on a hâte et on croise les doigts. Merci encore, Anto. C'était super de pouvoir se parler, d'échanger ce matin. Et puis, à très vite dans un stade, on l'espère. Voilà. Merci, Anto. Salut. Salut. Le corner.